brightest day. Determined to beat you at this game. Bien le bonjour les Inxeos, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette rubrique Aquaman Chronicles, une rubrique qui a pour vocation à traiter l'intégralité de l'historique de publication du personnage depuis sa création en 1941 jusqu'à nos jours. Et pour ce, j'ai décidé de suivre le découpage reconnu par les historiens du comics aux États-Unis. Vous savez, le Golden Age, le Silver Age, le Bronze Age, etc. etc. Et cette première vidéo est donc consacrée au Golden Age. Alors ça peut vous paraître étrange que je fasse cette introduction étant donné que ce n'est pas la première vidéo que je fais sur la chaîne dans cette rubrique puisque j'ai déjà traité du Silver Age, du Bronze Age et du Dark Age. Mais il faut se mettre à la place du nouvel arrivant qui va découvrir la playlist, évidemment qui va normalement suivre les vidéos dans leur ordre chronologique. C'est pour cette raison qu'on commence par le Golden Age. Le Golden Age, c'est très clairement la période la plus facile à délimiter dans le temps chez DC. Puisqu'elle débute en 1938 avec l'arrivée de Superman, le Action Comics numéro 1, l'avènement du genre super-héroïque dans la bande dessinée américaine. En ce qui concerne le point de rupture, bon, il y a plusieurs écoles, c'est un petit peu plus compliqué. Généralement, on est au milieu des années 50. Alors, même si il y en a certains qui estiment que le vrai Golden Age se termine en même temps que la Seconde Guerre mondiale en 1945, ce qui n'est pas complètement dénué de sens. Parce qu'au moment où se termine la Deuxième Guerre mondiale, ça va être de plus en plus difficile pour certains scénaristes de justifier l'intérêt, de justifier l'existence de certains des personnages qui étaient très actifs pendant le conflit et qui vont se retrouver un petit peu au chômage en fait. Et il y en a d'autres qui pensent plutôt que le Golden Age se termine avec le docteur Frédéric Wertham. Retenez bien ce nom, on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Alors évidemment, je pense que vous le connaissez, mais là on s'adresse aussi à un public de novices. Et donc le docteur Frédéric Wertham qui est un psychanalyste qui va publier en 1954 un brûlot anti-comics, clairement, qui s'appelle Seduction of the Innocent. Et de là va découler la création de cet organisme d'autocensure, le Comics Code Authority, que vont s'auto-imposer, que vont s'auto-infliger en fait bon nombre de maisons d'édition, les principales, afin de continuer à assurer leur vente. Mais malheureusement, ça va se faire en dépit de la qualité de leurs histoires, puisqu'on va leur demander de revoir l'intégralité de leur contenu afin de l'assagir, afin de l'assainir, afin de l'aseptiser. Période pendant laquelle il y a beaucoup de personnages qui vont disparaître, beaucoup de maisons d'édition qui vont mettre la clé sous la porte. Et puis, en 1956, on a l'arrivée de Barry Allen, le nouveau Flash, qui va débuter quelque chose de nouveau chez DC Comics, une nouvelle ère qu'on va appeler le Silver Age, l'âge d'argent, mais dont on parlera plus tard. En fait, si tu continues dans la playlist, là, tu auras la vidéo du Silver Age. T'as vu comment c'est bien foutu, bordel? Le Golden Age, il commence en 1938 chez DC Comics, mais Aquaman, il est créé que 3 ans plus tard, en 41. Et ça va être intéressant de mettre en comparaison les deux chronologies, en fait, les deux découpages, avec de ce côté-là DC et de ce côté-là Aquaman. On va voir que le personnage va suivre la tendance, mais toujours avec un peu de retard, sauf pour le Bronze Age, puisque là on peut considérer même qu'il est précurseur. Mais ça j'en parlerai aussi dans la vidéo du Bronze Age. Décidément c'est vraiment bien foutu. Aquaman est né dans les pages de ce magazine, Morphin Comics numéro 73, date de publication novembre 41.
Enfin alors c'est pas vraiment ce magazine, là on est sur une réédition Millennium je crois, on est sur un facsimilé. T'imagines bien qu'il faudrait que je revende ma baraque pour m'acheter le vrai. Donc il y en a une qui serait pas spécialement contente quoi. Enfin bref, ça c'est édité par Mortimer Weisinger et Morphin Comics. C'est la série qui suit la première série initiée par le Major Malcolm Wheeler Nicholson à la création de National Allied Publications, une série qui s'appelait Fun Comics tout simplement. Et dans ce magazine, ce n'est pas un seul personnage majeur de DC Comics qui voit le jour, mais deux, que Mortimer Weisinger a également créé dans ses pages le personnage de Green Arrow. Alors, par contre, ils ne sont pas dessinés par le même artiste, puisque c'est Paul Norris qui dessine Aquaman pour la première fois. Quant à Green Arrow, ses traits lui sont prêtés pour la première fois par George Pape. Et pour cette raison, j'aime bien dire que ce sont deux demi-frères jumeaux, en fait, puisqu'ils sont nés d'une même naissance, d'un parent identique, mais avec un parent qui n'est pas le même, à savoir le dessinateur pour le coup. Et d'ailleurs, les deux personnages vont suivre un parcours éditorial assez similaire, puisqu'ils vont tous deux faire la transition et faire le déménagement pour une autre série qui s'appelle Adventure Comics, quelques années plus tard, en 1946, à l'épisode numéro 103. Beaucoup plus récemment, en 2021, a été rédigée une mini-série en quelques épisodes qui s'appelle Deep Target, qui réunit les deux personnages. Ça avait déjà été fait aussi au cours d'Adventure Comics, on avait créé un diptyque pour rappeler que, bien justement, ils ont ce lien de parenté. Alors qu'est-ce que ça nous raconte, Morphin Comics 73 ? Faut bien comprendre qu'on est sur une histoire très courte, 8 pages. D'ailleurs, c'est ce qui va être le cas pour l'intégralité des histoires dont je vais vous parler aujourd'hui, qui se situent entre 1941 et 1956, puisque du coup, j'ai décidé de garder cette date de fin pour le Golden Age, à savoir 1956, même si c'est pas vraiment la date de fin du Golden Age d'Aquaman, que je situerai plutôt en 1959 avec la nouvelle origin story de Robert Bernstein. Donc ouais, on est sur du 8 à 6 pages en fonction des histoires, mais croyez pas que c'est rapide à lire parce que regardez-moi ça, regardez ça, les mecs arrêtent pas de parler, c'est infernal, on se croirait dans un film d'Almodovar. Non, je rigole pas, c'est ça tout le long, on a des cases où les personnages sont écrasés sous les bulles, ils ont même plus de place pour bouger les mecs. Donc une histoire courte de 8 pages qui confronte Aquaman à l'équipage allemand d'un U-boat, un U-boat qui est en train de s'en prendre à un navire de réfugiés de guerre et de personnel médical américain en pleine mer. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le Aquaman de cette première histoire est quasiment identique à celui qu'on connaît aujourd'hui en fait. Déjà d'un point de vue esthétique, hormis la couleur des gants qui a changé. Alors là, ce que vous avez à l'écran, c'est une réédition de Morphin Comics 73. C'est pour cette raison qu'il a les gants verts, puisqu'ils ont été recolorisés pour les besoins de cette réédition afin de le faire correspondre au canon actuel. Mais il faut bien comprendre qu'Aquaman, quand il est apparu pour la première fois en 41, il avait des gants jaunes qu'il va d'ailleurs garder pendant tout le Golden Age. Alors attention, j'avais déjà expliqué ça dans l'encyclopédie, mais je vais le redire ici. J'ai beaucoup lu sur internet qu'on pouvait différencier le Aquaman du Golden Age à celui du Silver Age grâce à la couleur des gants. Jaune pour le Golden, vert pour le Silver. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait juste non plus en fait. Puisque les gants verts vont apparaître au Golden Age, et sur la première histoire, celle qui est censée être la première histoire du Silver Age, à savoir le fameux Adventure Comics 260, et ben il a des gants jaunes. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait juste en fait. Après, c'est vrai qu'il avait beaucoup plus les gants jaunes au cours du Golden et les gants verts au cours du Silver, ça je peux bien l'accorder. On va pas chipoter, bordel. Dès cette première histoire, on nous raconte l'origine du personnage. Alors c'est très sommaire, c'est très court, ça tient en 3 cases. Et ça n'a plus rien à voir avec l'origin story qui est devenu canon par la suite, qui date de l'âge d'argent. L'origin story du Golden Age, c'est tout con. Son père était un explorateur sous-marin qui pense avoir découvert les ruines de l'Atlantide, mais on ne sait pas vraiment si c'était officiellement les ruines de l'Atlantide, puisqu'il nous est stipulé que le père pensait que c'était les ruines d'Atlantide. Alors, est-ce que c'était le cas ou est-ce que c'était une autre civilisation qui a fini sous la flotte ? On n'en saura rien finalement. Mettons que ce soit l'Atlantide. Et donc le père il va fouiller ici et là dans les décombres de cette civilisation dont il ne reste rien si ce n'est que des ruines et des vestiges. Il n'y a plus âme qui vive, qu'on soit d'accord. Ça c'est très important aussi à retenir. Et il va découvrir dans d'épais grimoires des techniques qui permettent de survivre dans cet environnement. À savoir respiration aquatique. Et on l'imagine comment communiquer avec la faune aussi. Et il va enseigner ces techniques à son fils. Donc là on parle d'enseignement, mais un peu plus tard au cours du Golden Age, il y a une histoire qui va nous parler carrément d'opération chirurgicale. Le daron d'Aquaman lui aurait fait subir une opération afin de permettre justement ses nouvelles facultés, quoi. Ce qui est un petit peu plus glaucose pour le coup. Bref, une Atlantide complètement dévastée, un père dont on ne sait rien,
On ne connaît même pas l'identité civile de ces mecs. On sait même pas s'il y avait une daronne. Que dalle. Et on sait pas ce que devient le père. On imagine qu'il meurt, mais on sait pas comment. Et donc on retrouve Aquaman en pleine Deuxième Guerre mondiale en train de botter le cul à des nazis. Et à un moment donné de l'histoire, il se fait ligoter et il se fait balancer à la flotte. Et là, il va se faire aider par une bande de marsouins. Voilà. Donc là, vous pouvez briller en société avec cette information, ou pas. Le premier animal avec lequel Aquaman est rentré en communication au cours de son histoire, eh bien, c'est un marsouin. Voilà. Il arrive à se libérer, il retrouve les Allemands, bim boum. Et grosso modo, c'est ce qui va se passer durant la première partie du Golden Age, jusqu'à 1945. 1944, puisque c'est vrai qu'en 1945, il y a beaucoup moins de récits qui portent sur le conflit, je crois qu'il n'y en a même plus un en fait. On sent que la fin du conflit est proche, et donc du coup on commence à donner d'autres orientations pour le personnage, mais c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale va être très présente entre 41 et 44, quoi. 45, on n'entendra plus vraiment parler. Il y a un truc qui va être très important, un élément très important dès la deuxième histoire du personnage, dès le Morphin Comic 74, donc un mois plus tard, c'est la création de ce personnage. Ça, c'est le pirate Blackjack. Il a une dégaine de pirate, il a un comportement de pirate, c'est un pirate, tout ce qu'il y a de plus stéréotypé. On va pas chercher midi à 14h, c'est un humain, il n'a pas de super pouvoir, qu'on soit d'accord. Il a juste, en fonction des histoires, un équipage ou pas. Tantôt c'est un clodo, tantôt il a un équipage digne de ce nom avec un bateau. Et Blackjack, c'est un personnage qui est loin d'être anodin parce qu'en fait, c'est celui qui va revenir le plus souvent au cours du Golden. À cette époque, seuls 3 personnages vont revenir de manière récurrente. Quand je dis récurrente, c'est plus d'une fois. Attention. Évidemment, alors Aquaman, je le compte pas parce que c'est quand même le héros de ces histoires, donc t'imagines bien que s'il revenait pas au bout de la deuxième, ce serait compliqué. Mais on a Blackjack, donc, qui dès la deuxième histoire d'Aquaman s'impose comme étant le super vilain le plus dangereux. Même s'il n'a pas de super pouvoir, je le répète, mais je le considère comme un super vilain parce que lui, il revient souvent. Ce qui n'est pas le cas des autres qui sont one-shot. Donc Blackjack, il revient très très souvent, vraiment, jusqu'en 1950, après quoi il va disparaître définitivement. Dan Abnett va rendre un petit hommage à ce pirate, c'est-à-dire qu'il va créer un personnage dans l'ère Rebirth qui s'appelle Blackjack, mais c'est un personnage féminin qui n'a plus rien à voir avec le pirate. En fait, c'est une pirate moderne. Voilà, pour le coup, il y a eu changement de sexe parce qu'on est quand même en 2016, donc, mais hormis ça, voilà, c'est pas le Blackjack original. Le Blackjack original disparaît en 1950 définitivement. C'est très étrange d'ailleurs de plus le revoir, alors qu'il était très souvent là. D'ailleurs, ce qui est assez fort, c'est que la dernière histoire dans laquelle apparaît Blackjack en 50, elle est très méta. Et évidemment, c'était pas voulu à l'époque par le scénariste. Blackjack, il se rend compte en lisant des livres d'histoire que personne n'a retenu son nom, que l'histoire n'a pas retenu son nom. Lui qui se pensait être un des plus grands pirates du XXe siècle, quoi, en fait il se rend compte que c'est un as dont personne ne parle, et donc il va capturer, alors c'est un journaliste historien, il va capturer un journaliste en lui demandant de l'accompagner en fait dans ses mesquineries, et il va écumer les mers à la recherche de bateaux à attaquer, ce genre de choses. En fait, il va faire des trucs de pirate sous les yeux du journaliste pour que le journaliste répercute tous les méfaits de Blackjack dans un bouquin. Sauf qu'à chaque fois, Aquaman se met en travers de sa route, et donc du coup, eh bien, Blackjack ne réussit à commettre aucun méfait sous les yeux du journaliste. Et à la fin, Aquaman parvient à faire enfermer Blackjack définitivement, puisque c'est sa dernière histoire, il ne réapparaîtra plus jamais derrière. Et du coup, eh bien, l'histoire n'aura jamais retenu son nom finalement. Il y a 2 autres personnages qui vont venir. Alors il y en a un beaucoup moins souvent. 3 récurrences, à savoir Phineas Pike, et c'est pas plus mal finalement. Phineas Pike, c'est une tentative avortée, une tentative ratée de créer un premier acolyte à Aquaman en fait. Humain, je parle, un acolyte humain. C'est le Sea Sleuth. Donc traduisez le détective de la mer, et d'ailleurs c'est marrant parce que ce surnom sera repris pour Aquaman pendant le Silver Age. Phineas Pike, c'est une espèce d'ersatz de Sherlock Holmes qui en connaît un rayon sur la mer, c'est-à-dire que le mec il est beaucoup plus calé sur la mer qu'Aquaman lui-même, mais bon il sait pas nager. C'est un pignouf qui sait ni nager ni se battre d'ailleurs, donc bon c'est compliqué, et je pense que c'est pour cette raison qu'il sera pas retenu et qu'il va revenir que 3 fois. Dont une fois dans un diptyque. En fait, la première fois qu'il apparaît, c'est une histoire en 2 parties. Et ça, c'est pareil, c'était inexistant à l'époque.
Normalement à l'époque c'était une issue égale une histoire. Donc ça c'était très cool en fait parce que du coup t'avais pas besoin de suivre des séries à rallonge. Si tu voulais lire le Adventure Comics 148, t'avais pas besoin d'avoir lu le Adventure Comics 147 et encore moins besoin d'acheter le Adventure Comics 149, tu vois. Donc ça c'était plutôt cool. Le truc c'est que il va y avoir quand même un diptyque, même 2 diptyques en fait au cours de cette période de publication, dont celle avec Phineas Pike. Bon, il n'y a rien vraiment de très important, d'ailleurs, une fois de plus, c'est un personnage que l'histoire ne retiendra pas, donc au final on s'en branle un peu, quoi. Mais voilà, c'était le Sisleut, il a établi un moyen de communication avec Aquaman, donc on peut noter ça, et puis c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Enfin bref, même ce moyen de communication, finalement, il restera pas. Et puisqu'on parle de moyen de communication, faut savoir qu'à cette époque, quand un personnage avait besoin de contacter Aquaman, eh bien il le faisait par l'intermédiaire d'un message qu'il plaçait à l'intérieur d'une bouteille et qui balançait à la mer, tout simplement. Et puis la bouteille, via tout un réseau hyper bien foutu de crabes, de mouettes, de poissons, peu importe, là je peux dire qu'il y avait une logistique sérieuse façon UPS marin, et donc cette bouteille, elle finissait par se retrouver dans les mains d'Aquaman, qui pouvait répondre à l'appel. C'était en fait le bat de signal d'Aquaman à l'époque, quoi. Une bouteille à la mer, économique et écologique. Et enfin, 3e personnage qui reviendra plusieurs fois, pas énormément, 8 fois seulement, sur 154 récits entre 41 et 56, donc 8 fois sur 154, t'imagines bien que c'est ridicule. C'est le lion de mer, Ark. ARK, voilà, tout simplement, c'est Sea Lion, c'est un lion de mer, donc une otarie ou un phoque. J'ai toujours du mal à faire la différence entre les deux. Je crois qu'une otarie a des poils et pas le phoque, enfin bref, il y a une histoire de poils dans l'histoire, quoi. Et donc c'est un lion de mer, et on peut dire qu'officiellement c'est le premier sidekick d'Aquaman. Avant Topo, avant Garth. Ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interaction avec lui, c'est pour ça que je le considère pas vraiment comme un sidekick en ce qui me concerne, parce que, à part taper des mains et faire ça va être clippé, et venir de temps en temps filer un coup de main à la fin des histoires, bon, Ark, finalement, on peut rien à foutre, quoi, tu vois. Mais voilà, on peut quand même noter son existence. On va également tenter de temps en temps de lui foutre un gamin dans les pattes, parce que Batman a son Robin. Et donc forcément, eh bien, ce serait cool qu'un jour Aquaman ait son Aqualad, mais ça viendra qu'en 1961, faudra attendre un petit peu. Mais là, à 3 reprises, pendant cette période de 41 à 56, on va essayer de créer ce personnage enfantin, brun, toujours très physiquement similaire, mais c'est que temporaire, c'est que pour un épisode à chaque fois. Après quoi, eh bien, le môme repart d'où il vient, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est dans un de ces épisodes où on a un jeune homme qui vraiment veut devenir Aqualad. Alors le terme Aqualad n'est pas encore mentionné, mais il veut devenir le compagnon d'armes d'Aquaman. Il lui fait comprendre. Aquaman va le soumettre à plusieurs tests, à une batterie de tests pour savoir si le gamin, eh ben, il vaut le coup, si vraiment il est sérieux et s'il est suffisamment fort et courageux pour le suivre dans ses aventures. Et le môme va échouer. Il faut savoir que si le môme avait réussi cette batterie de tests, Aquaman était prêt à le présenter au chirurgien qui lui a fait son opération qui lui a permis de respirer sous l'eau. Donc en fait c'est dans cette histoire qu'on apprend qu'il y a eu une opération chirurgicale opérée par le papa d'Aquaman sur son fils afin justement de lui conférer ses pouvoirs de communication animale et de respiration aquatique. Là on l'apprend dans cet épisode, c'était pas mentionné dans la première origin story, celle de Morphin Comics 73. Donc là on le sait maintenant et apparemment il y aurait un seul chirurgien dans le monde entier qui serait capable de rééditer cette opération. Donc pas d'attache sentimentale et pas de racine non plus vraiment, on sait pas d'où il vient le personnage. Et là on touche la particularité principale du Aquaman du Golden Age. La solitude. Aquaman n'a jamais été aussi seul que pendant ses premières années de publication. Faudra attendre 1959 pour que Topo revienne, lui beaucoup plus souvent qu'Ark pour le coup. On peut considérer que Topo est le premier vrai sidekick d'Aquaman, parce qu'il sera là quasiment à chaque histoire. Et puis évidemment Garth en 61, Mera en 63, etc., etc. Après la famille qui va s'agrandir, mais ça c'est la thématique du Silver Age. Au Golden Age, il est extrêmement seul. Et je pense que c'est pour cette raison que j'ai kiffé lire du Aquaman du Golden Age. Bien plus que celui du Silver, qui a été un calvaire en ce qui me concerne.
Et je pense que c'est le moment de vous parler d'un autre héros de mon enfance, Lucky Luke. Ça, j'en ai jamais parlé sur la chaîne. En fait, moi, j'avais une trinité quand j'étais gamin. Ma trinité, c'était Batman, Tintin, Lucky Luke. Et puis après, c'est devenu Batman, Superman. Enfin, c'est une trinité qui s'est agrandie, quoi. Ils étaient plus trois, les mecs, tu vois. Mais j'avais vraiment cette trinité quand j'étais gamin, Batman, Tintin et Lucky Luke. Et ce que je kiffais, alors ça, c'est un très vieux recueil que m'avait offert mon grand-père. Et j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Il a grave morflé, hein. Je devais avoir 7 ans quand il m'a offert ça. J'étais vraiment un gamin. Et en fait, c'est plein de petites histoires courtes de Lucky Luke. Donc il y a un côté un peu comics, tu vois. C'est pas une grande histoire en 40 pages comme maintenant. C'est vraiment plein de petites histoires courtes qui sont absolument géniales. Et alors moi, j'ai toujours été fasciné par l'époque des cow-boys, par le Far West. Encore aujourd'hui, c'est une de mes grandes passions. Qui est né ici, dans ces pages, très clairement. À la fin de chaque histoire, il se passait ça. Et c'était mon moment préféré, en fait. Quand il enfourchait Jolly Jumper et qu'il repartait dans le soleil couchant en chantant. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day is done. My horse and me keep riding into the setting sun. Ça, là, c'était un appel au rêve, c'était un appel au voyage. Le soleil qui se couche au loin, Lucky Luke qui disparaît petit à petit dans l'immensité du paysage. Et puis, on ne sait pas de quoi demain sera fait en fait, il suffit de tourner la page. Ce sont deux personnages sans attache, libres comme l'air, qui vont là où la vie les mène en fait, tout simplement. Hein. Lucky Luke va là où Jolly Jumper l'emmène, et Aquaman va là où l'océan le porte. Et puis ils improvisent en fonction de la situation qui s'offre à eux, qui se présente à eux. Tantôt il va falloir sauver la veuve et l'orphelin, et puis tantôt il va falloir tout simplement mettre des criminels derrière les barreaux. Et ils ne demandent rien en retour, ils ne demandent rien à personne en fait. Voilà. Ils sont vraiment de bons samaritains. Lucky Luke fait ça pour la justice, Aquaman fait ça pour sauvegarder la paix de l'océan en fait. C'est la seule chose qui l'importe en réalité, c'est de maintenir la paix, de faire de l'océan des mers du monde entier des endroits pacifiques, voilà, où il fait bon vivre, que ce soit aussi bien pour les animaux que pour les humains. C'est la seule chose qui l'importe. Jamais il demandera de l'argent, comme Lucky Luke finalement. Et c'est ça qui me fascine en fait, c'est cette propension à faire le bien sans jamais rien demander en retour. Déjà, le Aquaman du Golden Age, c'est sans conteste celui qui voyage le plus. Parce qu'il n'a pas d'attache, il n'a pas de QG. Alors de temps en temps, il y a des tentatives de lui créer un QG. Très tôt d'ailleurs, très très tôt, dans les premiers mois de publication, on va expliquer qu'il a un repère dans un château abandonné sous la flotte. Mais ça ne reviendra pas. Quelques histoires plus loin, on va expliquer qu'il a un QG au large de Venise. Et puis après, on va expliquer qu'il a un QG dans la vieille Atlantide. Ça, c'est une autre particularité du Golden Age, c'est que rien ne reste jamais vraiment en fait. Étant donné qu'il y a beaucoup de scénaristes qui se succèdent, et ben les mecs balayent systématiquement d'un revers de main ce qu'avaient fait les autres avant, tu vois. Et ça, c'est valable pour tout, hein. C'est même valable pour certains super pouvoirs, et là, ça pose un peu plus de problèmes. Mais vraiment, voilà, en ce qui concerne le QG, il n'y en a pas à cette époque-là, il n'y en a pas vraiment. Ce qui fait qu'il était sans cesse en train de faire le tour du monde. Et l'immensité du théâtre de la Seconde Guerre mondiale permettait aussi ça. C'est-à-dire qu'un coup, il allait affronter les Italiens dans la Méditerranée, ou affronter l'armée allemande au large de l'Afrique du Nord, et puis l'histoire d'après, il était au large de la Russie, en train d'aider justement les Russes. Ah, c'était une autre époque. Évidemment, le Pacifique contre les Japonais. Alors là, il y en a eu des histoires contre les Japonais, hein, qui étaient toujours représentées de manière extrêmement raciste, mais c'est l'époque qui voulait ça. Hein. On était sur des bouquins de propagande, t'imagines bien qu'à l'époque, il fallait expliquer aux gamins américains à quel point était horrible, d'un point de vue physique je parle, hein, d'un point de vue esthétique, l'ennemi de l'Amérique, qu'il soit japonais ou allemand, ou même italien, enfin bref. Et donc on avait des représentations ultra caricaturales, et du coup on se retrouve avec un Aquaman qui à chaque nouvelle histoire se retrouve dans un endroit du monde complètement différent. Et ça c'est putain de style.
le pôle Nord, la Méditerranée. On a même une issue qui prend place dans le Mississippi. Donc non, c'est à ce niveau-là, ça n'a jamais été refait après ça, vraiment. On pourrait dire que le mec étant célibataire, il a jamais été aussi libre. Alors, ces super pouvoirs, parlons-en. Dès la première histoire, comme j'expliquais, voilà, il s'est parlé aux marsouins. Par contre, quelques histoires plus loin, on le retrouve en difficulté face à un espadon dans mes souvenirs. Alors, c'était un espadon ou c'était quoi? Eh oui, les petits gars, eh oui. Vous savez que ces vidéos sont un but promotionnel, hein. L'idée, c'est quand même de promouvoir le chapitre en question sur l'encyclopédie. L'encyclopédie qui est disponible dans les liens, les petits gars, c'est gratuit. Vous pouvez cliquer dessus et télécharger tout ça, bordel. Pour une fois qu'on vous demande pas de payer dans ce pays, profitez-en. Hein. Alors, autant dans telle histoire, il arrive à communiquer avec un espadon, à lui faire ce qu'il veut. Autant 3 histoires plus loin, il y a un autre espadon qui l'attaque et là, il peut rien en faire, tu vois. Voilà, c'est assez nébuleux, on ne sait pas trop comment fonctionnent ces super pouvoirs. Et il faut attendre le Adventure Comics numéro 109, on est en 1946. Et ouais, je regarde mes notes. Ouais, mais bon, à un moment donné, si tu veux, je peux pas tout faire de tête non plus. Pour avoir la première mention de télépathie. C'est-à-dire qu'avant, il leur parlait aux poissons, comme là, je suis en train de vous parler. Ce qu'il fait ici aussi, d'ailleurs, dans cet épisode, c'est-à-dire que c'est pas de la pensée. Il parle aux poissons pour lui demander de sortir de ce bocal et de lui venir en aide. Mais là, c'est pour la première fois mentionné noir sur blanc, enfin noir sur jaune pour le coup, qu'il s'agit de communication télépathique. Et ça, une fois de plus, ça va être un petit peu un coup d'épée dans l'eau parce que ce délire de télépathie va pas être approfondi à ce moment-là. Après, t'as un autre scénariste qui va repasser derrière, et puis en fait, là, on va retrouver le Aquaman qui parle aux poissons. A noter aussi, alors on est toujours dans cette fameuse liste des idées qui sont one-shot pour le coup, et qui seront repris bien des années plus tard, et qui deviendront canon. Eh bien, on a l'aquavision. Alors, ce que moi j'appelle l'aquavision, c'est la faculté qu'a Aquaman de voir dans le noir. Et ben ça, c'est une idée qui vient du Golden Age. Plus précisément avec le Morphin Comics 90 de 1943. Encore un truc d'ailleurs qui va pas rester, on peut le voir de l'Adventure Comics 137 de 1949, où là clairement Aquaman se fait prendre par surprise par un ennemi, parce que justement, il est trop profond sous la flotte et qu'il fait noir. Mais quand même c'était déjà assez intéressant de voir que il y avait des petites graines comme ça qui étaient semées à l'époque, qui n'ont pas forcément germé de suite, mais qui ont porté leurs fruits beaucoup plus tard, quoi. Donc on a déjà cette mention de télépathie, et la télépathie sera très présente à partir des années 50 et 60, quoi. C'est vraiment au cours du Silver Age que là on va avoir ce qu'on appelle la commande télépathique. Bon, il y a un moment donné, la guerre est terminée, le Japon s'est pris 2 bombes atomiques sur la tronche, donc fin du game. Hop, au suivant, et donc plus de conflit. Et là, ça va être une vraie épreuve de force pour les scénaristes pour continuer à trouver une justification quant à la présence de leurs super-héros dans les histoires, en fait. Contre qui ils vont se battre maintenant? Maintenant qu'il n'y a plus de japonais à déglinguer, tu vois. Qu'est-ce qu'il va faire, Aquaman? Aquaman, il va se battre à chaque épisode, vraiment, je le dis, à chaque épisode contre des criminels, des mafieux, des gangsters. Ça va être ça tout le temps. Faudra attendre les années 60 pour qu'on ait un peu plus de diversité au niveau de la galerie criminelle que va affronter Aquaman. Mais vraiment, les années deuxième partie des années 40 et années 50, c'est du criminel, c'est du gangster. Du gangster avec des mitraillettes, des flingues, voilà. Des histoires de diamants, des histoires de trésors perdus au fond d'une épave, je sais pas où. Bon, des trucs de mafieux aussi, hein. Des trucs de mafieux avec des assurances sur des bateaux, des trucs, enfin, ouais. Du pognon. Voilà. Et là, c'est assez redondant. Et puis, on n'a pas encore ce délire fantastique de vouloir créer des monstres sous-marins ou des espèces extraterrestres. Ce genre de trucs qui seront, une fois de plus, très présentes dans les années 60. Là, on est encore dans les années 40-50. De temps en temps, pourquoi pas, mais ça reste assez rare. Ça reste assez rare, vraiment, le nerf de la guerre, c'est le gangster. Le nerf de la guerre, c'est le gangster. Je crois que je vais faire une pause.
Et ça tombe bien parce qu'en réalité, la plupart des histoires du Golden Age se déroulent sur la mer et non pas sous la mer. À l'époque, il n'y a pas encore de réelle appétence de développer un univers sous-marin. On n'a pas vraiment d'imagination à ce niveau-là. Et le peu qu'on voit finalement des fonds marins, c'est des algues, du corail et des poissons. Il n'y a rien de très fantastique, on va dire. Et quid de l'Atlantide finalement pendant le Golden Age? Je vous dis très souvent, et plutôt à juste titre, sinon je le dirais pas, t'imagines bien, qu'Atlantide n'existe pas pendant cette période dans le Aquaverse. Entre 41 et 56, en tout cas entre 41 et 59, puisque c'est vraiment à partir de 1959 qu'Atlantide devient prégnante dans le Aquaverse, dans l'origine d'Aquaman. C'est pas tout à fait vrai quand je vous dis qu'elle n'existe pas, parce qu'elle est citée 3 fois. La première fois, c'est dans l'origin story de Morphin Comics 73. Des ruines, il ne reste absolument plus rien. Il y a une autre histoire, un petit peu plus loin, où cette fois-ci, l'Atlantide ressemble étrangement à celle de 1939 chez DC. Vous savez, cette fameuse histoire avec Zatara qui nous présentait l'Atlantide pour la première fois dans un récit DC. Et là, on retrouve cette civilisation dont il reste des survivants qui ont trouvé refuge sous cette fameuse bulle de verre. Donc là, on reprend l'idée de la bulle de verre. Là, il y a des gens qui ont survécu, donc des Atlantes. Mais ils sont pas nombreux, ils sont vraiment une poignée, et puis ce sont des êtres assez faibles finalement, il n'y a pas d'armée, il n'y a rien, c'est comme je le dis souvent, ces 3 connards en pantoufles avec des toges, voilà, qui ont réussi à survivre à ce cataclysme. On nous présente vraiment dans cette histoire d'ailleurs le cataclysme en question, ce qui a ravagé la cité de l'Atlantide et pourquoi elle s'est retrouvée sous la flotte. Et donc Aquaman rentre en communication avec ces gens-là, et puis il leur vient en aide pendant un épisode, et puis après il repart. Ça s'arrête là en fait. Ça, c'est quand même ce qui va servir de base pour l'Atlantide de 1959 et l'Atlantide du Silver Age. Mais là, c'est juste une histoire, c'est juste one shot. Et plus loin, toujours au cours du Golden Age, on a un autre récit qui mentionne Atlantide, mais cette fois-ci, c'est une civilisation, encore une fois, complètement détruite, sans survivants. Donc en fait, ça revient à ce que j'expliquais plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire que en fait, ça va dépendre des scénaristes. Voilà. Retournons au personnage principal. Comme je vous expliquais, c'est quasiment le même qu'on a aujourd'hui. C'est juste que maintenant, il a de la famille, il a de l'entourage, il a une civilisation à défendre, etc. Ce qui n'était pas le cas à l'époque, je le répète, mais dans l'utilisation de ses super pouvoirs et dans son esthétique, grosso modo, c'est la même personne. Il y a une petite nuance, c'est au niveau de son code moral, qui n'était pas parfaitement établi au Golden Age. Dès leur première confrontation, Aquaman laisse se noyer Blackjack à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que Blackjack semble se noyer dans un tourbillon, ce qui n'est pas le cas parce qu'il reviendra, mais là Aquaman il n'est pas censé savoir qu'il va survivre Blackjack en fait. Et il le laisse se noyer, il assiste à la scène et il t'explique finalement, ça fait un salopard de moins sur Terre, quoi, ce qui n'est pas totalement faux. Il se donne pas la peine d'essayer de lui tendre la main ou de l'aider, tu vois. C'est un petit peu, vous savez, à la fin de Batman Begins, le... I won't kill you. But I don't have to save you. Bon, sans la voix covidée, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça c'est confirmé quelques histoires plus loin, où, alors là, comment vous résumer le truc? On est dans un bateau de croisière, enfin sur un bateau de croisière, et il y a un fils de pute qui s'amuse à dérober des trucs de valeur chez des passagers. Voilà. Il se fait un petit butin, et il se fait démasquer par un steward, et il le bute. Il bute le steward, il le pousse par-dessus bord, je crois, et dans mes souvenirs, alors j'ai vu ça il y a plusieurs mois en arrière, donc c'est plus très frais, mais voilà, en tout cas il y a meurtre. Clairement, il y a un meurtre, et il se fait passer pour steward, et il se barre en fait, et il va se réfugier sur l'atoll de Bikini. Sauf que l'atoll de Bikini, à ce moment-là, c'est ce qui sert d'essai nucléaire pour les États-Unis en fait, voilà. Et là où le Aquaman de maintenant s'offusquerait des essais nucléaires, etc., parce que ça tue la faune et la flore, le corail, tout le bordel, là lui il semble en avoir absolument rien à foutre, et en fait, il est même bien content que le fils de pute qui se soit réfugié sur l'atoll de Bikini se fasse atomiser la tronche par une bombe. Bam! Essai nucléaire sur sa fif. Et Aquaman en fait, il va couvrir le général qui a ordonné l'essai, il va le couvrir auprès de son état-major afin que celui-ci soit pas dans la merde, parce qu'il y a quand même mort d'homme, tu vois. C'est pas grave, ça fait un fils de pute de moins sur Terre. Let's make America pray again. God bless you.
and God bless the USA. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît bien, tu vois. Ouais, j'aime bien, moi, le côté un peu justice expéditive. Je vais pas t'étrangler, fils de pute. Tu viens de tuer un innocent. Je vais pas t'étrangler pour te punir, mais si tu te prends une bombe atomique sur la fille, au final, que j'en ai à foutre, quoi. Tu vois, voilà. J'aime bien ce côté-là, tu vois. Le Golden Age est une période un poil plus violente, un tout petit peu plus violente que le Silver Age. Alors attention, quand je dis violente, faut pas s'imaginer qu'il y ait des effusions de sang, des décapitations, des démembrements, ce genre de choses. On est d'accord, on est très très loin de ça. Ça reste un produit programmé pour des gamins. Donc faut quand même aseptiser au maximum la chose. Mais quand même, il y a des petites formes de violence très fugaces, mais qui sont quand même présentes et qui sont complètement absentes par contre pendant le Silver Age. Au cours du Silver Age, ça va être très compliqué de trouver un méchant avec une Kalachnikov ou avec un fusil, avec une arme létale. On est plutôt sur des fusils laser, des fusils extradimensionnels, ce genre de bullshit. Voilà, puis c'est aussi l'époque qui veut ça, où on mise tout sur la science-fiction, le fantastique. Golden Age, c'est beaucoup plus terre à terre. Il y a des morts, parfois des morts assez violentes. Je me rappelle d'un mec qui se fait empaler par un harpon. Ça peut paraître anodin, mais au Silver Age, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que, entre-temps, en 1954, il y a le psychiatre. Alors j'ai dit psychanalyste au début de la vidéo et je m'en excuse, c'est pas un psychanalyste, c'est un psychiatre. Je sais pas trop quelle est la différence entre les deux, mais voilà. Rendons à César ce qui est à César, c'est un psychiatre. Le psychiatre américano-germano, ça se dit, germano-américain, docteur Frédéric Wertham, va expliquer à travers un bouquin qui s'appelle The Seduction of the Innocent à quel point les comics pervertissent l'esprit de la jeunesse. Des comics policiers avec des scènes de meurtre qui sont assez violentes, qui peuvent être traumatisantes, mais les comics de super-héros ne sont pas en reste puisqu'il va considérer que ça fait l'apologie notamment de l'homosexualité. On est sur ce genre de bail. Wonder Woman ferait l'apologie du bondage, qui n'est pas totalement faux en fait quand on regarde les premiers travaux de William Moulton Marston, enfin bref. Ceci est un autre sujet, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon la vidéo va faire 3 heures. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire un tollé, ce bouquin va très bien se vendre, ça va aller jusqu'aux oreilles des sénateurs qui vont commencer à imaginer, à prévoir des lois de, comment on appelle ça, de censure concernant cette industrie. Et donc, les grandes maisons d'édition vont prendre peur, et avant de tomber sous la censure d'État, elles vont préférer prendre les devants, et elles vont créer ce qu'on appelle le Comics Code Authority, qui est un organisme d'autocontrôle, d'autocensure. Et en fait, donc c'est le petit... alors est-ce qu'on l'a ici ? Non, on ne l'a pas parce que ça n'existait pas à l'époque. Ça c'est beaucoup trop vieux. Mais voilà, vous connaissez le petit logo du Comics Code Authority. Et en très gros, ce petit logo là apposé sur chaque cover, eh bien ça signifie aux parents que cette lecture est safe. Oh putain, tu m'étonnes qu'elle est safe ta lecture. Il n'y a plus rien dedans, on se croirait dans un film du MCU. Alors en très gros, faut interdire le blasphème, les obscénités, tout mot inconvenant, faut pas représenter de personnages difformes, pas de nudité, certaines positions suggestives, alors pas de gros seins évidemment, ne pas toucher aux institutions politiques, les crimes doivent être très brièvement racontés, jamais rentrer dans les détails à ce niveau-là, les criminels systématiquement punis à la fin des histoires, faut pas de scène de torture, faut pas de sang, enfin bref, faut zéro violence quoi. Pas de kidnapping, pas d'outrage sur représentant de l'État, pas de mots comme terreur ou horreur sur les covers, pas de vampires, de ghouls, de loups-garous, etc., etc. Enfin bref, faut plus rien quoi finalement, tu vois. Et d'ailleurs là, je vous ai mis des exemples d'avant et d'après Comics Code Authority pour que vous vous rendiez bien compte à quel point ce truc était une entrave totale à la liberté artistique en fait. Voilà. À la base, ça peut partir d'un bon sentiment. On est dans une Amérique très puritaine. Faut bien le comprendre. Et donc ça part d'un bon sentiment, mais peut-être que ça va trop dans l'excès. Et du coup, on se retrouve avec des histoires qui sont inconsistantes au possible. Moi, j'ai beaucoup plus kiffé ce que j'ai lu pendant Golden Age que ce que j'ai lu pendant le Silver Age. Parce que, comme j'expliquais, quand il fallait tuer quelqu'un, on le faisait. Au Silver Age, ça n'existe plus. On assommait les gens, on les ligotait, tu vois. Voilà, les méchants, ils étaient assommés, ligotés, point barre, ça s'arrêtait là. Bon, pour Aquaman, ça va pas changer grand-chose, qu'on se le dise, si ce n'est éventuellement le type d'arme porté par les méchants. Mais le changement majeur de ton, il viendra plutôt du changement d'époque et de mode culturel avec l'arrivée de la SF dès le Adventure Comics 196 en 1954 et la toute première histoire avec des petits bonshommes verts venus d'ailleurs. Bon bref, le Comics of Authority, ça va rassurer la clientèle. Voilà, ça va assurer
aux parents qui vont acheter les bouquins à leurs enfants que ben ça va, ils peuvent lire ça en toute sécurité, il n'y a pas de souci. Et donc forcément ça va aussi rassurer les publicitaires. C'est pour cette raison que les maisons d'édition majeures s'infligent ça, quoi. Mais il y a des maisons d'édition qui ne sont pas passées sur le Comics Code Authority, qui ont fait ça. Et puis après vous avez le Silver Age. Donc on peut dire que effectivement le Golden Age se termine au moment où The Seduction of the Innocent paraît et au moment où le Comics Code Authority devient aussi présent dans cette industrie. Comics Code Authority qui va dans les années 70 être contourné très astucieusement par Stan Lee. Nous sommes en 1971 lorsque Stan Lee, scénariste sur la série Amazing Spider-Man, va être missionné par le gouvernement américain et plus particulièrement par le département de la santé pour publier une histoire qui aurait pour but de sensibiliser les jeunes lecteurs de Marvel à la consommation dangereuse de drogue. C'est une histoire que vous pouvez retrouver donc dans les épisodes 96 à 98 de la série Amazing Spider-Man. Stan Lee va faire fi du Comics Code Authority qui apparaissait avant en haut à droite des couvertures avec son célèbre logo. Harry Osborn, le célèbre ami de Peter Parker, va être accro aux substances dures. Il va être fourni par d'autres étudiants du campus visités par nos personnages. Cette histoire va notamment mettre en avant les dangers de cette drogue, l'enquête de Peter pour essayer de retrouver les fournisseurs finalement de ces substances, et également la chute d'un étudiant du haut d'un immeuble qui avait consommé ces substances et qui tout simplement avait complètement déraillé. Une histoire qui donc aura une énorme importance dans l'histoire des comics, puisqu'elle va permettre au CSA d'assouplir en quelque sorte son règlement et permettre ensuite à d'autres éditeurs comme DC Comics de proposer à leur tour des histoires sur des héros beaucoup plus vulnérables qui consomment ces drogues-là. Ce sera le cas notamment de Roy Harper, célèbre sidekick de Green Arrow, connu sous le nom de Speedy. Roy Harper qui est né également dans les pages de Morphin Comics 73. Comme ça, la boucle est bouclée. Merci mon poteau Anto pour tes précieuses précisions. Et à partir de là, eh bien, il sera plus aussi important, aussi primordial qu'il ne l'était à sa création. C'est-à-dire que tout le monde va commencer à s'en foutre en fait. Voilà. Il y aura toujours le petit logo sur les covers, mais tout le monde s'en contrecarrera le cul pour parler poliment. Et puis petit à petit, les maisons d'édition vont commencer à l'abandonner définitivement. Et puis il va disparaître pour de bon en 2011. Donc c'est encore assez récent. Il aura tenu quand même pas mal de temps. Mais voilà, au moins maintenant il n'existe plus. Bon, maintenant il y a d'autres problèmes de censure liés à l'époque, tout ça. Je vais pas rentrer dans le délire là, mais bon, vous voyez bien ce que je veux dire. Bon bref, j'espère avoir tout dit. Cette vidéo du Golden Age se conclut ainsi. J'espère ne rien avoir oublié. Ça peut être paradoxal, mais c'était à la fois la vidéo la plus facile à faire, mais la plus compliquée aussi. Qu'est-ce que tu nous racontes, gros? Tu recommences à faire du Van Damme. En fait, au niveau des lectures, on avait quand même pas mal de titres. J'ai tout répertorié ici. Vous savez que j'aime bien faire ça, comme ça, ça me permet de savoir où je vais. Ça, c'est ma petite fiche guide de lecture avec une frise qui commence en 41 et qui se termine en 56. Et toutes les apparitions d'Aquaman à ce moment-là. Donc en rose, on a les Morphin Comics, et puis on voit qu'à partir de 1946, on passe sur un autre code couleur avec la série Adventure Comics, et le déménagement donc entre ces deux séries. Donc de Morphin Comics 73 à Adventure Comics 231. Voilà. On a d'ailleurs l'apparition de Topo qui se fait vraiment là sur la fin de 1956. Donc j'ai relevé 154 apparitions d'Aquaman durant cette quinzaine d'années du Golden Age. Liste non exhaustive, il est probablement apparu dans des récits qui ne le concernaient pas, mais là ça m'étonnerait par contre. Voilà, je le dis souvent ça, voilà, peut-être qu'Aquaman est apparu dans telle histoire de la Justice League ou quoi, pour le Silver Age ou pour le Bronze Age, et forcément je ne l'ai pas relevé parce que c'est très compliqué, c'est même impossible à faire. Mais là, ça me paraît beaucoup moins probable, tout simplement parce que la Justice League n'existait pas et il faisait pas partie d'une équipe à ce moment-là. Il faisait pas partie de la GSA ou quoi en fait. Donc il était solitaire et je pense vraiment que j'ai tout lu. Je pense qu'il est apparu nulle part ailleurs. Voilà. Donc 154 apparitions. J'étais pas parti pour tout lire. Et puis je me suis rendu compte, je voulais en lire au moins les 3/4 parce que lire la moitié, lire 50%, pour moi c'était pas suffisant. Lire 75%, ça m'aurait paru plus légitime. Et puis au final, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes lectures que je pouvais peut-être passer à côté, si je lisais pas à 100%, je pouvais peut-être passer à côté d'un élément clé. Tu vois, par exemple, ce fameux épisode où on parle pour la première fois de la télépathie aquatique, et on n'en reparle pas après.
ben, si je l'avais pas lu, s'il faisait partie des 25% que j'avais pas lu, je m'en serais mordu les doigts. Tu vois, je l'aurais même pas su. Donc je me suis dit, je vais faire le travail à fond et du coup, je vais tout lire. J'ai lu en scan. Alors évidemment, le scan, c'est pas terrible parce que ben, c'est gratos, ça correspond au téléchargement illégal sur internet. Ça ne profite pas à l'industrie en fait. Et donc pour compenser un petit peu, eh bien, je me suis acheté ces 2 épisodes. Ce sont les 2 seuls issues du Golden Age qui sont trouvables. À des prix abordables évidemment. Donc voilà, histoire de dire que ben, j'ai quand même participé à l'effort de guerre. Je me suis procuré ça. Et ce fabuleux recueil, sorti pour les 75 ans du personnage avec une cover de Jim Lee. Les favoris, bordel de merde, putain ça va pas du tout ça. Bon là il a pas son collier dégueulasse. Et donc là-dedans vous avez 2-3 récits assez importants du Golden Age. Notamment un dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui. Et heureusement que j'ouvre ce bouquin là parce que ça me permet de m'en rappeler. Donc Aquaman Goes to College, c'est la première histoire dans laquelle Aquaman a une identité civile. Il se fait passer pour un étudiant qui s'appelle Mr. Waterman, donc c'est un petit jeu de mots, hein. Et donc il va à l'université. Et puis bon, à la fin de l'histoire, il retourne à l'océan, vous savez, ça dure jamais bien longtemps. Mais voilà, je la trouve assez intéressante parce que pour le coup, ben, c'est la première fois où il a une double identité. Vous avez également des interventions très intéressantes. La première est de Mark Waid, l'illustre Mark Waid. Donc c'est un très très beau bouquin, j'en ai eu pour mon pognon. Bon alors j'ai pas tout lu parce que j'avais déjà lu tout le reste en fait, donc j'ai pas besoin de relire. Mais voilà, c'est un très beau bouquin si vous voulez découvrir un petit peu le parcours d'Aquaman. C'est ce qui correspond grosso modo à la collection Anthologie chez Urban. Sauf que là je trouve le bouquin beaucoup plus joli. Donc ouais, ça a été assez compliqué de faire cette vidéo qui est beaucoup plus courte que d'autres que j'ai déjà faites. Mais là j'avais beaucoup de mal à structurer le propos parce que autant sur la très longue vidéo du Dark Age, j'avais des jalons, j'avais les runs. Le run de 89, le run de 92, le run de 94, etc. etc. Donc c'était plus facile de progresser dans la vidéo, alors que là je suis parti vraiment dans tous les sens. Tantôt il fallait que je parle de l'Atlantide, tantôt il fallait que j'évoque sa relation avec de potentiels sidekicks, ce genre de choses. Bon, du coup je suis parti un petit peu dans tous les sens, cette vidéo est assez brouillon, j'en suis navré, je vais essayer de faire un truc sympa au montage. En tout cas merci d'avoir suivi, je sais pas quel sera l'accueil pour cette vidéo. Aquaman du Golden Age, je peux comprendre que les gens s'en contrecarrent le cul, vraiment je peux le comprendre. Le Silver Age est une période plus importante pour le personnage. Parce que création de Mera, création de Black Manta et d'Ocean Master, on lie Aquaman définitivement à l'Atlantide, bref. Le Silver Age, c'est là où le Aquaman tel qu'on le connaît aujourd'hui prend vraiment naissance. Le Golden Age, c'est intéressant pour le gamin qui est encore en moi et qui lisait les histoires de Lucky Luke et qui a besoin de temps en temps de retourner aux sources. D'avoir un héros solitaire qui voyage et qui aide les gens qui se trouvent sur sa route. Voilà. Ça, clairement, ça m'a fait kiffer. Vraiment. Ça, c'est un truc... ouais. Mais... non, c'est pas une période très très importante finalement. Mais j'ai été quand même ravi de la découvrir. Je suis quand même très content aujourd'hui de pouvoir dire que j'ai lu l'intégralité du Aquaman de l'âge d'or et d'avoir retranscrit le principal, d'avoir synthétisé vraiment tout ça dans ce nouveau chapitre mis à votre disposition dans la description. Voilà, vous avez les liens. Je vais m'attaquer à la suite, au dernier chapitre de mon encyclopédie. Alors peut-être qu'il y en aura un autre après, l'histoire nous le dira, mais le prochain chapitre sera ce qu'on appelle communément dans le monde des comics l'âge moderne, donc qui commence à partir du début des années 2000. Et moi j'ai décidé de baptiser ça l'âge de lumière. Merci à vous tous les petits gars, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao les amis. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sur l'âge d'or sans mentionner les principaux artistes qui ont contribué à faire rentrer Aquaman dans la légende des super-héros. Mortimer Weisinger et Paul Norris, les papas, Joseph Samakson, John Daly, George Kashdan, Louis Cazeneuve et son tout premier trident, le légendaire Otto Binder et enfin Ramona Fradon, qui a sans conteste donné ses lettres de noblesse à Aquaman et qui détient à ce jour le record de travail sur le personnage avec à son actif 13 années de dessin et plus de 122 histoires. Merci à eux et longue vie au roi.